Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles et aujourd'hui Let's Fac, première partie de la foire aux questions. Vous avez été très nombreux à me poser des questions et je vous en remercie. Je veux remercier aussi de me suivre parce que là avec le compte YouTube que j'ai dû rebooter, ça a un petit peu freiné les commentaires, les avis et aussi du coup mes vidéos. Donc moi je commence à rebâtir ma chaîne tranquillement et les gens affluent lentement mais régulièrement, donc ça va pour le mieux. Je recommence à prendre du poil de la bête et je remercie aussi les gens de Facebook. Ils m'ont été, on va dire, d'une grande aide psychologique puisque voilà, j'en menais pas large et donc je tenais aussi à vous remercier. Et encore un dernier remerciement pour les personnes, les membres qui me suivent sur hooper.fr. C'est un site d'un testeur de jeux vidéo dans lequel il y a une section cinéma et dans cette section de cinéma je postais également mes analyses et il y avait quelques personnes quand même qui me suivaient. Donc moi je les remercie grandement. Donc beaucoup de questions, des questions qui sont très intéressantes, mais je vais justement commencer par les questions qui ne sont pas intéressantes. Il y a un membre de Hooper.fr, Born to be Wild, qui m'a posé des milliards de questions, c'est je crois le recordman des questions. Il m'a posé des questions en catégorie, et donc je vais commencer avec ces questions bateau. Donc les questions qui sont un peu des questions de merde, mais bon, au moins je les aurais fait. Après je garantis pas la qualité des réponses aussi, hein. Bon, alors c'est parti. Alors, quels sont tes films préférés? Alors déjà là ça commence mal, parce que je crois avoir dit dans la dernière FAQ que moi je n'aime pas trop parler de films préférés. Je préfère parler de films intéressants et même c'est tellement, je veux dire le classement, s'il y avait des classements de films préférés, ça varie tellement parce que je vois beaucoup de films. Donc c'est un petit peu difficile comme ça de répondre à la question quels sont tes films préférés. Je me suis jamais vraiment posé la question, je vois beaucoup de films, il y a des films qui sont intéressants, il y en a qui le sont moins. Après il y a des films qui me parlent plus que d'autres. À cela je répondrai plus éventuellement les films dont la mise en scène reflète une psychologie du personnage. J'entends par là des films comme Requiem for a Dream, The Machinist, Photo Obsession, American Psycho, pas mal de films de Nolan qui sont aussi je trouve très bons. Voilà, des films comme ça, être impressionné par la mise en scène. Alors quand un film il y a des idées de mise en scène et voilà, on mélange des différentes techniques, moi j'aime beaucoup ça parce que là on exploite pleinement le vocabulaire cinématographique par rapport à des films qui se basent beaucoup sur le jeu d'acteur et le dialogue. Moi je préfère plutôt un cinéma, pas des effets spéciaux, mais un cinéma technique, voilà. Bien sûr, s'il y a un jeu d'acteur qui est bon à côté, moi ça me va aussi, hein. Voilà. Deuxième question, quels sont tes genres préférés? Alors ça, je réponds pas tout simplement parce que j'ai répondu à la même question dans la FAQ précédente, donc Born to be Wild, je t'invite à voir la première FAQ. Je crois que c'est la première partie de la première FAQ. Alors ensuite une question qui est là beaucoup plus intéressante, cassette, DVD ou Blu-ray? Alors là, je pense que tu as dû peut-être voir ma comparaison du Roi Lion cassette Blu-ray. J'ai envie de garder mes cassettes aussi longtemps que je le peux parce que c'est le support le plus près des projections en cinéma, et avec le DVD on a eu droit à des choses très étranges, des director's cut, de la remasterisation bien sûr, de la restauration de films, et bien sûr le Blu-ray c'est encore davantage, et bien sûr dans les restaurations des fois ça foire et ils rajoutent des choses. Il y a également des remixages et des redoublages, surtout pour l'animation quand on passe du à cassette au DVD et au Blu-ray. Donc j'ai envie de dire que pour l'animation je préfère vraiment garder mes cassettes. Après, je ne crache absolument pas sur le DVD ou sur le Blu-ray. Moi, j'ai découvert plein de films très intéressants avec les DVD, et le Blu-ray, c'est vrai que ça a de la gueule. Quand on voit des films genre King Kong ou Transformers ou Pirates des Caraïbes, des films très très détaillés où il y a plein de choses à l'écran, c'est juste magnifique. Donc, je suis assez mitigé quant à la réponse définitive, mais étant donné que je n'ai pas encore de Blu-ray, de lecteur Blu-ray, donc moi je dirais DVD, et encore DVD, là je fais encore une petite aparté, mais le DVD, maintenant on encode bien les films, parce que je peux vous dire que regarder le DVD de Abyss, c'est un saccage.
un saccage, un massacre total de la qualité du film. C'est tout pourri, on croirait une VHS qui a été numérisée et mis dans le DVD, c'est n'importe quoi. Donc au début, quand ils avaient sorti les premiers DVD, les menus c'était tellement cheap et l'encodage était ultra mauvais, il y avait des bandes noires partout, enfin c'était... Moi je me rappelle le DVD d'Abyss, je me rappelle aussi du DVD de Demain ne meurt jamais, c'était un James Bond, l'encodage DVD c'était vraiment nul. Là c'est bien qu'ils aient ressorti tous les James Bond en Blu-ray, là pour les 50 ans, un gros coffret. Mais oui, je pense que c'est assez partagé. Je suis plutôt cassette pour, on va dire, garder la première exploitation familiale. Parce que c'est la première fois qu'on les enregistrait, donc c'est le premier enregistrement sur support. Voilà, le DVD nous permet quand même d'avoir une durée de vie plus longue. Ça c'est certain, des bonus de DVD par rapport à la cassette, ça c'est sûr, et le Blu-ray, c'est le confort visuel et sonore, avec bien sûr la machinerie, l'installation qui va avec. Donc je suis partagé vraiment entre les trois, mais les trois sont vraiment à avoir. Ne faut pas oublier les cassettes, très important. Alors, quels jeux vidéo t'ont marqué ? Je suis pas du tout console, je suis plutôt PC. Les jeux de Blizzard, ça c'est sûr, Warcraft 2 et Starcraft. Je regardais beaucoup mon frère jouer, donc moi j'ai joué un petit peu plus tard, mais oui, c'est vraiment les jeux de Blizzard, c'était vraiment quelque chose. Et après j'ai découvert la Super NES via émulateur. Donc moi j'ai découvert plein de jeux, c'était aussi une super période. Mais là c'est sûr que c'est beaucoup plus des jeux PC qui m'auraient marqué dans les années 90. Les Fallout également que des jeux console. Moi j'ai du mal à suivre tout ce qui est en console, je suis plus en PC. Sucré ou salé? Alors ça c'est des questions vraiment... C'est vraiment les questions bateau. Plutôt salé, je dirais. Quels sont les films qui t'ont marqué et pourquoi? Aussi voilà des questions de merde, parce qu'il faut dire que c'est des questions de merde. Moi je dis que ce sont vraiment des questions de merde parce que c'est là on pourrait faire une dissertation de 3 heures et moi ça m'intéresse pas. Donc et c'est pas très ciblé, voilà, c'est un peu vaseux comme question. Moi j'ai l'impression que je me répète avec la première question, quels sont tes films préférés? Donc bon, t'as eu déjà la réponse. Voilà, c'est trop vaste comme question. Ça a l'air d'être des questions pour ciné raté, quoi. Non, je suis méchant, mais non. Mais c'est vrai que les questions de ciné raté, c'est accolé à son émission, c'est vraiment des questions ratées. Hein. Non, mais c'est un peu ça. Là, c'est vraiment des questions... Voilà. On continue dans les questions un peu. Hein. Quels sont tes réalisateurs préférés? Ouais. Non, mais c'est tellement pourri comme question. Je peux même pas répondre à ça. C'est pas possible. Il faudrait que que tu me donnes sur une décennie. Là, ce serait peut-être déjà plus faisable. Là, moi, je peux pas te répondre. Moi, j'ai étudié du début du cinéma jusqu'à maintenant. Je peux pas, quoi. Désolé. Les acteurs, c'est la même chose. La question suivante. Quels sont tes acteurs préférés? Et d'ailleurs, pourquoi t'as pas mis les actrices, hein? Si tu voulais me foutre des questions bateau à la suite, tu pouvais en mettre encore les actrices, hein. Mais non, il se trouve que non. Bon, c'est pas grave. Quels sont les films que tu n'aimes pas, mais qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre? Ça dépend ce qu'on entend par chef-d'œuvre, parce que maintenant on utilise ce mot à toutes les sauces. Que je n'aime pas, mais c'est aussi à nuancer. Là, je pensais à Avatar, mais... il est bien, mais moi je le trouve pas transcendant, mais j'apprécie, je veux dire, c'est pas un truc que j'aime pas. Ok, qu'est-ce qui... éventuellement, maintenant que j'y pense, on va dire peut-être des filmographies de cinéastes comme Buñuel ou qu'est-ce qui pourrait être Rossellini. Je peux pas supporter ces films-là, je m'emmerde, c'est chiant, mais c'est tout un pan du cinéma que je n'apprécie pas. C'est ces pans, comment on peut appeler ça, de contemplation. Voilà, ces films contemplatifs. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je me fais chier. Moi, j'ai envie que ça remue. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus le cinéma américain. Ensuite, on passe à une deuxième catégorie de questions, les questions sur l'économie du cinéma. Alors, la première de tes questions, c'est comment sont réparties les recettes d'un film? Ça dépend ce que tu entends par là. Bon, je peux te dire que, en gros, en France, le prix d'un ticket, on va dire un truc genre 7 €, c'est 10% du prix du ticket pour le CNC, donc le Centre National du Cinéma, qui nous sert après à financer d'autres choses, à restaurer des films et tout ça. C'est un organisme qui s'occupe uniquement de ce qui a trait au cinéma. Et après, en gros, c'est
du style 45% pour l'exploitant, c'est-à-dire celui qui a la salle de cinéma, et 45% pour le producteur. Donc en gros c'est ça. Après les acteurs, comme en ce moment ça carbure pas mal sur la toile avec ces salaires d'acteurs français, les acteurs ils peuvent avoir un régime un petit peu particulier. Ils peuvent avoir des grosses sommes en un seul coup, ou alors les agents peuvent négocier des petites sommes mais avec des pourcentages sur les recettes. Par exemple, Omar Sy, lui, il avait un salaire de base qui n'était pas super cher, mais il avait demandé 10 centimes par billet vendu. C'est-à-dire sur le billet de 7 €, il y aurait 10 centimes qui seraient pour Omar Sy. Donc voilà. Après aux États-Unis, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors là, je sais pas du tout. Ça fonctionne sûrement différemment puisque là-bas, c'est de l'argent... j'ai envie de dire c'est de l'argent privé. Les télés ne s'occupent pas tellement des financements de films. Alors qu'ici, en France, les télévisions produisent énormément les films. Des fois à 50%. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a une esthétique télévisuelle dans les films contemporains français qui n'est vraiment pas terrible. Mais c'est des fois très intéressant de voir qui va recevoir l'argent au final. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que plus on a de producteurs, de maisons de production, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, TF1 et 3 autres maisons de production pour produire un film, eh ben, les budgets de recettes, ben, ce sera divisé. Donc, si je suis bien ce que j'avais appris, c'est 45% pour le producteur, et ben, ce sera divisé en 4 pour TF1, avec son pourcentage qu'il avait prévu au départ, c'est-à-dire sûrement 50%, et le reste sur les 3 autres maisons de production. Donc, ça fait des fois des apports d'argent ridicules. Plus il y a de coproduction, plus les recettes qui vont être réparties chez les producteurs va être ridicules. Donc, moins on est, mieux c'est. Ensuite, deuxième question pour l'économie du cinéma. Quel est le budget accordé pour le marketing d'un film? Alors là, en France, je sais pas du tout et on est de toute façon à la ramasse totale au niveau de la communication des films et du marketing. Faut plutôt aller voir ça aux États-Unis. Sauf que là-bas, c'est démentiel. Il y a des trucs de fou là-bas. Des fois, je me rappelle d'un truc, c'était pour Inception. Nolan avait demandé à la Warner de produire son film, donc Inception, et la Warner a dit tout de suite ok d'accord, et on vous met d'emblée 100 millions de dollars pour le marketing de votre film, d'emblée, parce que il avait fait juste The Dark Knight avant, donc gros succès, et donc là la Warner a mis énormément d'argent pour le marketing. Après, le marketing peut se décliner avec plein de choses, tout ce qui est jouet, tout ce qui est pub dans les McDonald's, publicité sur internet qui est des fois assez innovante, publicité virale, donc ça coûte de l'argent bien sûr, et là c'est les studios qui s'en occupent, voire des fois des entreprises privées qui s'occupent que de ça, c'est-à-dire de faire la promotion du film, donc ils se réunissent, et ils parlent du film et comment on peut faire éventuellement un marketing, s'ils ont les moyens aussi, s'ils peuvent faire un marketing qui corresponde au film, parce que par exemple, j'en parlais avec un copain, pour Buried, donc le film avec Ryan Reynolds qui est dans un cercueil, eh bien ils avaient fait un truc sur internet, on pouvait mettre sur un site son numéro de portable, et il y aurait notre portable qui sonne avec le mec qui est en train de nous causer, ah je suis dans un cercueil, tout ça, voilà, là c'est du marketing, mais il faut créer le site, il faut créer le système pour que ça fonctionne. Mais après, ça peut être terriblement efficace. Donc, le budget accordé d'un film, c'est jamais dans le coût de production que tu peux trouver comme ça sur Internet. Quand tu vois, par exemple, sur des sites Mojo Box Office ou sur le Wikipédia anglais, tu verras toujours budget du film, mais ce sera jamais le budget plus le marketing. Des fois, ils le rajoutent, mais entre parenthèses. Mais le budget de marketing, pour les gros blockbusters, ça peut être immense. Et pour les petits films, ils peuvent compter uniquement sur les critiques pour être mis en avant, et sur Internet, bien sûr. Internet est une machine formidable qui n'a souvent pas besoin d'argent pour faire la promotion d'un film. Il suffit de balancer une bande-annonce et après elle se retrouve sur des milliers de sites en quelques jours, voire même en quelques heures. Donc ça dépend vraiment du budget du film général. Le budget de marketing est à la hauteur du budget du film. Tu as encore plein d'autres questions, alors on va essayer de continuer sur cette lancée. Au niveau de la catégorie acteur, tu m'as posé une question, combien de temps dure généralement la préparation d'un acteur? Alors là, ça varie complètement par rapport au rôle. Si c'est juste un mec qui sert le café, c'est pas très compliqué.
Par contre, si c'est quelqu'un, par exemple dans un film en costume, qui doit se battre à l'épée, qui doit enfourcher un cheval, ou qui doit faire des cascades, et bien là, il y a tout le travail d'escrime, donc il faut prendre de l'entraînement. Il y a tout le travail pour aller sur un cheval et se balader avec lui, donc ça aussi c'est de l'entraînement. Et après, il y a tout ce qui est avec trouver le cascadeur et tout ça. Donc ça peut prendre énormément de temps. Je me rappelle que pour Black Swan, Nathalie Portman s'était entraînée pendant 6 mois pour danser, pour qu'elle ait l'air à peu près de s'en sortir dans le film. Donc 6 mois, c'est vraiment beaucoup. Juste pour la préparation au rôle. C'est énorme. Des fois, les acteurs se mettent en danger en, par exemple, maigrissant beaucoup, comme Christian Bale, qui est quand même un professionnel. Là, à ce niveau-là, il passe du machiniste à Batman, et il a carrément une différence de 30 kilos, c'est énorme. Ou encore Tom Hanks dans Castaway, Seul au monde, qui commence assez potelé, je veux dire c'est quelqu'un qui a bien mangé, et à la fin du film il est complètement rachitique sur son petit bateau de fortune. Donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps s'il y a d'un travail physique spécifique par rapport au film, ou sinon un truc assez simple, et là ça prend carrément pas de temps, ça prend peut-être un bon mois ou quelques semaines, et après on est dans le rôle. Ce qui est super intéressant, c'est que plus on a ces entraînements, et bien plus à la fin de la carrière on a un panel de jeux d'acteurs. On sait faire des choses, on a des compétences nécessaires pour faire plein de choses. Et du coup, on a des fois des rôles plus intéressants, des rôles où on peut faire plus de choses. Si quelqu'un a fait pendant 3-4 films que des films de KPDP où il court à cheval et fait de l'escrime, eh bien ça, ce seront des compétences qu'il pourra mettre en pratique par la suite et pour lesquelles il n'aura plus besoin de beaucoup d'entraînement si on lui demande encore de faire des films de KPDP. Donc ça varie beaucoup par rapport au sujet du film. Alors ensuite, des questions pour un domaine sur lequel je suis un crack, on va dire, c'est le montage. Quel logiciel de montage utilises-tu? Alors moi je suis sur PC actuellement et je veux pas un gros truc qui bug de tous les côtés et qui me fout la merde un peu partout et dont j'ai besoin de tellement de plugins et un truc qui prend de la place, parce qu'après c'est lourd et ça fait un peu ramer le PC. Donc moi j'ai pas Adobe, j'ai pris Sony Vegas Pro et je crois que j'en suis à la version 11. Et je crois d'ailleurs que c'est le logiciel qu'avait proposé le Hooper quand il avait fait son putain 5 ans. Je crois que c'était ça. Quelle est l'importance du montage dans un film? Ça aussi c'est une question de merde. Un tiers. Le montage et la post-production c'est un tiers du film. Le premier tiers c'est l'écriture et toute la préparation en amont. Il y a le tournage, il y a beaucoup de choses qui se font sur le tournage. Et il y a le montage. Voilà, c'est un tiers du film, tout simplement. Le monteur est-il indépendant du réalisateur? Sinon, quand est-ce que le réalisateur travaille avec le monteur? Alors là, ça dépend des cas. Il y a des réalisateurs qui savent très bien ce que va faire le monteur. Donc, bon, ils ne se déplacent pas à chaque fois. Je crois qu'en télé, les monteurs sont assez libres. Ils ont des directives, des règles à respecter, mais c'est assez libre. Et le réalisateur n'est pas à chaque fois à côté. Ça varie en fonction du caractère du réalisateur. Il y en a qui n'en ont plus rien à foutre. Il y en a qui savent très bien que le monteur n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Il va pas forcément se déplacer. Il y a des réalisateurs qui vont être ultra pointilleux. Je me rappelle Gaspard Noé, il arrêtait pas de virer ses directeurs de post-production parce qu'il faisait pas ce qu'il voulait. Alors que lui, il connaissait. Je veux dire, lui, Gaspard Noé, c'est un technicien. C'est un mec qui vient de Louis Lumière. Donc c'est un pro. Et donc lui, il était pas content. Et donc il restait vraiment très accroché à la post-production de ses films. C'est important d'être là pour les post-productions. Le monteur est-il indépendant du réalisateur? Non, le réalisateur est toujours à côté. Normalement, dans une configuration classique de montage, il y a dans la salle de montage le réalisateur et le monteur. Et ceci, c'est en France. Aux États-Unis, ce serait plutôt le monteur et le producteur. Parce que là-bas, le réalisateur-auteur, ça n'existe pas. C'est d'abord le cinéma, une industrie. On doit récolter de l'argent. Donc c'est d'abord le producteur qui s'occupe du montage. Il y a toujours le réalisateur dans le coin, mais le producteur veille beaucoup plus au montage qu'en France, où c'est surtout le réalisateur-auteur qui est avec le monteur. Et des fois, bien sûr, le monteur est tout seul, il fait le montage, il fait une série de propositions que après le réalisateur valide ou non.
Donc voilà pour les questions de montage. Mais il n'a pas terminé. Mais on arrive à la fin, Des questions sur le Hooper, bien sûr de Hooper.fr. Donc c'est un critique, on va dire, de jeux vidéo. C'est quelqu'un qui a un charisme de fou parce que voilà, il a une voix très spécifique, une voix du sud. Je vais pas du tout critiquer le gameplay. Le gameplay est vraiment très bon. Oh putain, mais c'est nimp ça. Pas pouvoir sauter quand on est sur les escaliers, mais celui qui a eu cette idée, n'importe quoi. C'est énorme ça. Tu tentes de sauter, hop, non, t'es KO parce que t'étais dans l'escalier. C'est un mec qui est formidable. Enfin, moi j'adore, je me pose devant cette vidéo et je regarde le spectacle, hein. C'est vraiment ça. La première question, que penses-tu du Hooper? Moi je l'avais découvert, pour répondre à l'autre question, comment as-tu connu le Hooper? Je l'avais découvert en cherchant une vidéo sur Turok. Donc le jeu qui était une sorte de reboot là, je crois qu'il était sorti en 2007 ou en 2008. Je pensais le prendre, mais avant je me suis dit je veux quand même voir des vidéos parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler. Et je suis tombé sur un mec qui s'énervait devant ce jeu, qui arrivait pas à tuer des dinosaures, à tuer des mecs et tout ça. Et c'était le Hooper. Et après j'ai pas décroché. Moi c'était un peu une drogue. À un moment j'ai regardé beaucoup de ses vidéos. Et c'est vraiment la façon dont il s'exprime qui est juste énorme quoi. Oh putain, oh non. Et pourquoi j'ai des lucioles qui me collent? Mais non, c'est pas vrai. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui, là? Regardez-moi ça. Mais quel enculé. Oh là là, ça y est, ça c'est encore un boss qui va te piloter. Allez, j'ai sauté pourtant. Mais il est tellement lent à la détente. Franchement, qui ne s'est pas fait avoir avec ce piège la première fois? Ah mais splendide là. Franchement, là, magnifique là, ça mérite des applaudissements là. Splendide. Finalement, comme beaucoup, je pense, sur le site Hooper.fr, c'est qu'on est attiré par le personnage, on est attiré par la personne qui est derrière ces vidéos et même plus par la vidéo. Il y a des titres de jeux vidéo, moi ça m'intéressait pas du tout de voir cette vidéo, mais c'était parce que c'était le Hooper qui faisait la vidéo. Donc je crois que c'est surtout le personnage qui maintenant attire les gens plus que les vidéos tests ou les direct live qu'il fait. Concernant le Hooper, moi j'espère qu'il va continuer encore très longtemps parce que c'est un véritable plaisir de l'écouter des fois délirer tout seul devant un jeu vidéo et nous les fournir dans des vidéos assez longues et qui sont très divertissantes. Pour faire apparaître des coffres, tu dois sauter dans le vide. Oh mais non. Ils sont méchants avec moi. Malchance man, cadence man, cool rasta. Oh mais non. Mais putain de putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. Suicide. Et non, j'ai changé d'avis. Ça c'est trop fort. Dernière catégorie, j'en aurais terminé avec toi, Born to be Wild, hein, tu m'auras bien fait suer. Des questions concernant Cinefiles, donc mon émission. Combien de temps mets-tu pour faire une analyse? Ben, je prends mon temps. Si je devais mettre tous les petits quarts d'heure, toutes les petites heures que je mets bout à bout, tranquillement à raison de 9 heures par jour, ça me ferait peut-être, peut-être 2-3 jours de travail. Mais je fais jamais 9 heures par jour avec que la même vidéo, sinon je pète les plombs. Ouais, c'est on va dire 3 jours, des fois c'est 2 jours, ça dépend du montage, s'il est ambitieux, voilà, ça dépend. Vas-tu faire des analyses de films complets et non d'une scène? Ben, j'en ai déjà fait, par exemple Phone Game, j'ai fait une analyse globale, ce que j'appelle une analyse globale, hein. J'énonce quelques points sur le film et puis voilà, moi ça me suffit. Je vais pas faire l'analyse de chaque scène du film, parce que alors là on n'est pas rendu, hein. Surtout moi aussi avec le logiciel de montage, j'aurais pas rendu, hein. J'ai un concept que j'ai un peu laissé en plan, je dis pas ce que c'est, mais il faudrait que je m'y attelle à nouveau. C'est pas le film en entier, mais c'est une grosse partie. C'est plusieurs scènes du film où il y a un personnage important dans le film, mais non, je ferai pas des films en entier, c'est on va dire des analyses synthétiques sur quelques éléments dans le film, mais je ferai jamais le film au complet. Et je mettrai jamais le film au complet sur internet, parce qu'après les copyrights ils vont aller me fusiller, voilà, ça c'est mauvais. Donc voilà. As-tu des idées de nouveaux concepts? Alors oui, mais j'arrive pas à trouver un générique. Je voudrais créer une petite émission
qui sera sur la chaîne YouTube. Hein. Des petites émissions sur des petites techniques ou des petits concepts de cinéma. Je pense que l'émission s'appellera Kezako. Ce sont des petits trucs de moins de 10 minutes à mon avis, où j'exposerai brièvement, peut-être avec quelque chose d'historique, et après peut-être un petit aperçu de ce que ça donne, tout en restant, et ça je crois que ce sera le grand défi, tout en restant dans les copyrights. Ce sera plus à base de screenshots et de vidéos que j'aurai vérifiées comme ne comportant pas de copyright. Comment analyser une scène, par où commencer, que doit-on analyser? Alors là aussi on peut prendre 3 heures à expliquer. Je crois qu'il faut déjà commencer par avoir une vue d'ensemble sur la scène, voir un peu ce qui s'y passe. Déjà, pour toi, résumer ce qui se passe dans la scène, et d'une. Ensuite, voir un peu s'il y a des temps forts, si tu peux faire un chapitrage dans cette scène, s'il y a des étapes dans cette scène, pour clarifier les choses. Après, au niveau de l'analyse même, c'est souvent de la même façon qu'on fonctionne. C'est quelque chose qui te crée de l'émotion, il y a quelque chose que tu ressens. Eh bien, il faut questionner ce que tu ressens. Qu'est-ce qui, dans cette mise en scène, te provoque cette sensation que tu as? Quels sont les éléments? Quel est le vocabulaire cinématographique ou le jeu d'acteur qui te provoque cette émotion-là? Et après, pourquoi a-t-on fait appel à ce langage-là et pourquoi on veut créer cette émotion à ce moment précis? Rien n'est laissé au hasard, en principe, dans les films. Donc il y a toujours des choses derrière qui te provoquent des petites sensations. C'est une approche universitaire que moi je fais. Après, universitaire... à force, c'est de moins en moins universitaire. Je prends aussi mes distances par rapport à ça. Sur certaines analyses, je ne suis pas passé comme ça. Je suis passé plus par des choses techniques, qui après influent des idées de mise en scène. Donc ça dépend vraiment. Voilà pour les questions de Born to be Wild. C'était bien long, mais en même temps, c'était amusant. Alors maintenant, je vais répondre à la question du daron. Donc, de la chronique du daron. Qui a aussi une question, bon c'est un peu simple, mais bon, tu m'as posé une question, je t'en remercie. Il ne faut pas être désagréable non plus. Quel film d'animation t'a le plus marqué? Alors là, c'est déjà un peu plus ciblé que quel film t'a marqué. Alors là, ce serait un peu plus... bien sûr, moi je viens des années 90, donc moi j'ai subi tous les Disney. Enfin, j'appelle ça subir quand on prend du recul. C'est vrai qu'on peut vraiment dire subir. Mais bien sûr, j'ai eu toutes les cassettes des grands films d'animation de Disney. Donc moi, je me suis coltiné des trucs, La Petite Sirène, les Aristochats, les 101 Dalmatiens, Aladdin et tout ça. Après, j'ai ressenti beaucoup de films. Il y a des films qui me restent vraiment en tête. Alors, j'ai du mal à désigner celui qui m'aurait le plus marqué. Surtout que récemment, j'ai eu des nouvelles claques dans la gueule au niveau animation. Mais je peux te citer quelques films d'animation qui m'ont vraiment marqué. Le Roi Lion, bien sûr. Hein, c'est un grand classique. Bien qu'il ait des défauts, moi j'étais vraiment emballé par ce film, mais aujourd'hui j'ai moins cette nostalgie de ce film que par exemple La Belle et la Bête. Alors La Belle et la Bête, moi je suis complètement fan de ce film. Alors là, mais les chansons, le côté le grandiloquent et sinistre des décors, et les voix, mais les doublages sont juste excellents. Moi je suis vraiment sensible à ça et sur la différence entre l'homme et la femme, entre la bête et la belle. J'étais vraiment sensible à ça et à l'esthétique que Disney lui a posé sur le conte. J'ai aussi été super impressionné par un autre petit film qui s'appelle Le Triomphe de Babar. C'est un film assez étrange, maintenant que je l'ai revu, là récemment. Mais c'est un film que j'avais vu plein de fois aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a un côté Isengard dans ce film, c'est hallucinant. Je pense qu'ils ont été influencés, ils avaient lu Tolkien avant de faire de Triomphe de Babar, c'est pas possible. Parce qu'à un moment, ils sont dans une espèce d'usine où il y a des rhinocéros, qui sont bien sûr les orques, avec des voix, mais des voix incroyables, des voix superbes, qui sont en train de mettre en esclavage les gens et de faire un complexe industriel, et après ils vont attaquer la ville des éléphants comme on attaque le gouffre de Helm. Enfin, je trouvais ça énorme quand je l'ai revu.
vraiment le triomphe de Babar, c'est vraiment un bon film français, vraiment bien. Après il y a un autre film, je l'avais pas vu quand il était passé au cinéma parce qu'il a eu un très mauvais marketing et le film n'a pas été rentabilisé, c'est bien dommage, c'est La Planète au Trésor. Alors là, c'était une claque. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh c'est pas possible. J'adore L'Île au Trésor, la version télé avec Charlton Heston, ça je vous ferai une critique ou une analyse de ce film, ça c'est sûr. Mais La Planète au Trésor, donc les îles sont représentées par des planètes, c'est complètement épique. Là, ce qui était très intéressant de la part de Disney, c'est que d'habitude Disney c'est pour les enfants, mais là le héros est un adolescent, et donc un adolescent qui n'a pas de père et qui va faire un transfert de paternité sur Long John Silver. Donc on s'adresse pas aux enfants, et donc je pense que c'est pour ça que ce film n'avait pas marché, c'est qu'il se trompait de public. Disney là avait fait un film pour les ados et non pas pour les enfants, et bien sûr il n'y avait pas de romance, d'histoire d'amour, mais le film, vraiment moi j'étais super impressionné par l'animation. Il y a un morceau chanté qui est le seul morceau chanté du film qui était fait par David Hallyday, qui est, je crois, Un homme libre. C'est un morceau formidable. Là, moi, j'ai versé des larmes parce que c'était vraiment incroyable. C'est vraiment un super film. Et moi, je regrette qu'il ne soit pas plus connu que ça. Mais je ferai peut-être en sorte qu'il le soit. Voilà. Après, il y a d'autres films qui m'ont assez influencé. C'est un grand mot, mais qui m'ont vraiment marqué. C'est Le Livre de la Jungle, bien sûr, avec Balou et tout ce qui se passe dans la jungle, la façon dont ça avait été dessiné, le K, la chanson de K, c'est juste énorme. Dingo et Max, qui encore une fois, comme La Planète au Trésor, c'est l'histoire d'un garçon qui grandit, d'un garçon qui va devenir adolescent, et donc il y a des problèmes avec le père. Et encore une fois, je sais pas pourquoi, je m'entends très bien avec mon père, hein, mais il y a encore des problèmes de père et fils, et le film est touchant au possible, mais bien sûr c'était un film un peu Disney de seconde zone, donc il n'est pas très très connu, mais moi j'en ai un souvenir mais formidable. Il y a des super morceaux de musique, il y en a beaucoup, et c'est très très touchant parce que là Dingo, on le voit triste, et c'est vraiment formidable comme dessin animé. Et il y a les deux derniers films d'animation qui sont des animations en synthèse, Rango et Dragon. Rango, moi j'ai adoré l'univers, Johnny Depp c'est formidable comme le doublage qu'il a reçu, et je crois d'ailleurs que Rango a eu l'Oscar du meilleur film d'animation, je crois que c'est lui qui l'a reçu. C'est vraiment un univers créé de toutes pièces, c'est vraiment bien, c'est un super exercice de style sur le genre. Et Dragon, alors là, je m'attendais pas à voir un truc pareil. Hein. Pour moi, c'était une claque scénaristique. C'est ultra classique, mais qu'est-ce que c'est bien amené. C'est un univers qui promet tellement, et c'est pour ça qu'ils vont faire des suites, mais ça promet tellement, et on nous sert plein de choses sur des plateaux d'argent, c'est formidable. Moi, j'étais vraiment emballé par Dragon, How to Train Your Dragon en anglais. Il faut vraiment que vous le voyez, c'est vraiment un super film. Moi aussi, je le regrette de ne pas l'avoir vu en 3D à sa sortie au cinéma, parce que c'est vraiment un très très bon film d'animation. C'est un film qui a du panache. Voilà, le Daron, ce n'est pas le film d'animation, mais c'est une ribambelle de petits films comme ça qui m'ont à chaque fois donné des impressions et des marques différentes sur différents niveaux. Voilà. Je vais maintenant répondre à une question des Yamchat du forum du Hooper. Alors, il me demande ma relation avec les séries télé américaines et mon avis sur leur futur, leur place. Sont-elles condamnées à rester la petite sœur du cinéma ou bien peuvent-elles le détrôner? Alors moi je suis pas du tout série, c'est la petite sœur du cinéma et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que quand on aura des séries américaines ou des séries télé qui seront projetées sur grand écran, là je crois qu'on pourra dire que le cinéma sera mort. Et puis c'est vrai que maintenant que j'y pense, cette tendance à couper les films en petits morceaux, eh bien bah, c'est un peu de la série quoi. Partie 1, partie 2, voilà, une optique de la série. Il y a des maisons de production qui croulent sous les dettes à cause de séries, par exemple la Fox, qui Dieu merci a pu rebondir grâce à Avatar, parce que la Fox a été vachement mal barrée, parce que les séries américaines qu'elle produisait et qu'elle produit toujours sont ultra chères, donc elle se ruine un petit peu là-dedans. Je ne suis pas du tout ce qu'il y a en ce moment en série télé, alors là je suis à la ramasse, et ça m'intéresse même pas.
Je suivais, voilà, il y a très longtemps, des séries qui avaient de la classe quand même. Hein. La série de M6, là, la trilogie du samedi, hein, ceux qui sont suivis dans les années 90 ou au début des années 2000 savent ce que je veux dire par la trilogie du samedi, avec Charmed ou Buffy contre les vampires, voilà, des trucs de samedi, c'était excellent. Les nouvelles aventures de Superman, qu'est-ce que j'avais regardé encore ? Bien sûr, beaucoup de séries dessins animés. Mais voilà, maintenant, je suis plus du tout ce qu'il y a. Je trouve que des fois, c'est vraiment du foutage de gueule. J'avais regardé une vidéo sur les fonds verts. C'est absolument révoltant ce que vous voyez dans vos séries préférées. La quasi-totalité de ce que vous voyez à l'écran, c'est du fond vert, mis à part une plaque de plastique et l'actrice. Tout le reste, c'est fond vert. Les mecs, ils ont même plus le courage de sortir à l'extérieur, de créer de la circulation de gens et de la circulation de véhicules. Non, ils te foutent des fonds verts et puis basta. C'est pour ça que le ciel est toujours éclatant dans les séries. C'est que tout ça, c'est du fond vert aussi. Je trouve ça révoltant. Là, la fameuse série Walking Dead, sur tous les morts que vous voyez à l'écran, il n'y en a qu'une poignée qui sont de véritables morts, des véritables acteurs qui jouent. Tout le reste, tout ce qui est dans les masses, hop, c'est de l'effet numérique. Ils font même pas venir des gens, voilà, pour que ça soit parce que les budgets sont trop serrés. Je sais, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un petit monde à part. Je vois pas pourquoi ça devrait être en comparaison vraiment avec le cinéma. Par contre, ce qui est grave, c'est que la télé, bien sûr, ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher aussi à acheter. Donc du coup, les chaînes de cinéma, elles achètent les séries télé plutôt qu'un bon film. Moi, j'étais très content qu'à un moment, je crois que sur France 2, ils avaient mis en première partie The Dark Knight. Voilà, bam! Au lieu de Joséphine Ange Gardien, les experts, je sais trop quoi. Voilà, mais c'est une plaie ce truc, hein, les experts. Que ce soit avec David Caruso ou avec je sais trop qui, hein. Alors ça, moi, je supporte pas. Louis NCIS, là. Mais c'est nul, quoi. Enfin, c'est nul. C'est pas mal. Je suis sûr que ça se répète tout le temps. Autant aller voir des Colombo. Voilà. Au moins, là, les personnes, ils avaient des charismes. Caruso, il a un peu de charisme quand même, mais c'est presque de la parodie, hein. Leur futur... Ben, je pense que ça ira de pire en pire. Ils essayent de faire des remakes de séries des années 80. Là, ils avaient fait V, mais ça n'avait même pas marché. Tant mieux, j'ai envie de dire. Bah, ça continuera à prendre de la place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime pas ça. Je préfère un bon film que de suivre une série, parce que moi, j'ai expérimenté la chose. Hein. Quand on commence à être accroché à une série, mais on la lâche plus jusqu'à la fin. Et moi, je préfère un film qui dure, voilà, peut-être 2h50, mais au moins à la fin, tu as vu le film et c'est terminé. Or qu'une série, tu as toujours saison 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est une série, c'est fait pour accrocher le spectateur jusqu'à la fin. C'est très épuisant de regarder une série. Je connais cette sensation parce que moi, j'ai déjà suivi des séries japonaises et qui sont des fois plus de 26 épisodes. Donc, c'est des fois très étouffant. Et j'espère que ça continuera à être la petite sœur du cinéma. Qu'elle ne détrônera jamais. Enfin, elle l'a déjà détrônée à la télé, mais que ça reste là où ça doit être. Voilà. Que la série, elle a trouvé une place et elle y reste. Et qu'elle ne vienne pas piétiner les plates-bandes du cinéma. Voilà, moi c'est tout ce que j'espère. Alors ensuite, une question de fan 21C du forum des Hoopers qui me pose: c'est quoi la différence entre un film et une série? Série, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus addictif. C'est-à-dire, c'est fait pour accrocher les gens, pour qu'ils restent devant le poste de télévision. C'est l'optique d'une série, avant tout. C'est par contre bien plus poussé qu'un film au niveau de la psychologie, qui peut s'étendre sur des heures et des heures et des heures, alors qu'un film c'est toujours une compression, mais qui est très habile, mais c'est une compression sentimentale, émotionnelle et psychologique, alors que l'action dans une série peut s'étaler sur je sais pas combien d'épisodes. Quoi qu'on en dise, les acteurs qui sont issus de séries, ils ont un charisme de série, c'est-à-dire un charisme de petit écran. Un acteur apparu les premières fois au cinéma, donc les gens connaissent cet acteur uniquement en l'ayant vu sur un écran de 5 mètres x 10, alors là c'est pas du tout la même chose. Il y a un charisme de l'acteur que nous voyons plus grand que nous au cinéma par rapport au petit écran, à la petite lucarne de la télévision. Ça joue énormément le charisme de l'acteur, et c'est bien pour ça que je regrette aujourd'hui qu'on ait beaucoup d'acteurs, voilà, par exemple, on va dire acteurs américains, hein, pour faire plus facile, qui sont issus de la télévision et qui sont pas très bons, voire même ils sont chiants comme la pluie.
et également actrices, hein, qui sont plus des starlettes que des véritables actrices. C'est notre fardeau d'avoir aujourd'hui la toute-puissance de la série par rapport au film. Il n'y a plus d'acteurs de film, c'est des gens issus de séries, ou pire, de one-man show qui n'ont rien à voir, c'est sûr, carrément en France. C'est ça la différence entre série et un film. C'est aussi au niveau de l'acteur et du jeu d'acteur. Et c'est aussi, alors ça c'est encore pire, la façon dont on fait le film. C'est-à-dire une série, ça doit aller très vite. On ne se pose pas des questions esthétiques. C'est très classique parce qu'on ne doit pas perturber le regard du spectateur pour qu'il continue à être dans cette addiction, pour qu'il soit, dans la série, que ça soit lui très facilement et que ça doit provoquer une addiction, donc pas quelque chose qui choque et qui repousse et qui questionne le spectateur. On pose et on répond à toutes les questions. Alors qu'un film, voilà, on peut déjà travailler un peu plus son spectateur, alors que la série, fait pour la télé, ça n'a rien à voir. Donc c'est aussi ça, hein, un film, on peut travailler esthétiquement le film, alors qu'une série, c'est voilà, il faut pas en demander trop. Et maintenant, ce qui est dangereux, c'est que la série, elle est influencée par le film, et il y a des séries extrêmement bien faites, voire même des fois plus intéressantes que les films, parce qu'il y a eu cette influence du film, et que les gens redemandent ce genre de série. Voilà, par exemple, la série Heroes, c'était une série incroyable. En tout cas, on va dire les 2 premières saisons, c'était vraiment de super saisons. Qui était plus intéressante qu'un film sur les super-héros. Donc ça, il faut aussi s'en méfier. Au niveau de l'esthétique, enfin s'en méfier, moi je suis assez contre les séries. Enfin contre les séries, je peux pas être contre les séries, mais de toute façon ça servira à rien d'être contre, mais je n'apprécie pas tellement les séries. Peut-être aussi du fait que j'arrive pas à avoir le temps d'en regarder, pour après me faire un avis plus honnête, on va dire. Là je juge un peu, j'ai un peu des a priori, donc voilà. Mais j'ai tellement de choses à regarder aussi. Hein. Mais ouais, il y a une différence esthétique au niveau du charisme de l'acteur, de l'aura qu'il a. Une façon de faire des scénarios et de faire de la psychologie qui n'est pas du tout la même. Je crois que tu verras jamais ma FAQ, mais au cas où, si tu tombes dessus, eh ben, tu auras eu la réponse à ta question. Alors ensuite, les questions de The Marine 22 340, que je remercie de s'être réabonné à ma chaîne, parce que voilà, avec la perte de mon ancienne chaîne, eh bien, il y a eu beaucoup de gens qui étaient abonnés, qui ne le sont plus, et donc qui n'ont peut-être pas pensé à rechercher mon compte, donc moi je suis très content aussi qu'il y ait des personnes qui reviennent s'abonner, donc moi je te remercie The Marine 22 340, et tu me poses des questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Es-tu tout seul pour faire tes analyses ou critiques? Oui, ça c'est éventuellement un problème, c'est que je suis tout seul pour faire les recherches et pour faire le montage. Après, vous n'en avez pas encore vu, mais des fois je ne serai pas tout seul à parler de films. Donc ça, je vous réserve ça pour très bientôt. Non, d'habitude pour le travail autour de l'enregistrement même, tout ça est fait tout seul. Et des fois, c'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a des fois quelques conversations avec des gens qui m'amènent à penser d'autres choses sur mon travail, donc après ça me permet de retravailler tout ça. Mais généralement je suis vraiment seul quand je fais des analyses ou des critiques. Quels sont pour toi les films de 2012 qui valent le coup d'œil? Encore une fois, moi je regarde les films un peu en décalage, donc moi j'ai du mal à avoir une vision d'ensemble de 2012, mais si j'ai des trucs à conseiller, c'est souvent des gros blockbusters qui ont vachement bien marché, du style la Skyfall qui a dépassé le $1 milliard, ça c'est formidable, c'est le premier James Bond à être arrivé aussi loin, donc éventuellement Skyfall qui est vraiment bon. Mais autrement, je suis sûr qu'il y a des films que je n'ai pas encore vus, qui datent de 2012 et qui sont à voir. Par exemple, là, j'ai eu tout récemment, j'ai vu une bande-annonce complètement troublante d'un film qui s'appelle Upside Down. C'est un film dans lequel il y a des gens qui subissent la gravité normale, c'est-à-dire nous sommes attirés vers le bas. Ce sont des gens qui sont, semble-t-il, un peu pauvres, et les gens qui sont riches sont attirés vers le haut. Et toute l'ambiguïté de ce film, c'est de réunir un couple qui n'appartiennent pas aux mêmes classes sociales, qui sont représentés par des gravités différentes. Alors bien sûr, la mise en scène, elle est complètement délirante, et ça, je pense, c'est vraiment un film qui pousse encore davantage les limites du cinéma, parce que ça pose des problèmes de regard, ça pose des problèmes de décor, ça pose des problèmes aussi de confort du spectateur,
spectateurs, donc c'est vraiment des films qui chamboulent beaucoup de choses, mais bien sûr des films dont on n'entend jamais parler. Le film est déjà sorti au cinéma, je trouvais là du Blu-ray en HD, parce que le film n'a pas eu du tout un marketing qui est bon, et je sais pas s'il a eu de bonnes critiques. Donc voilà, ce sont des fois des films de 2012 qui sont cachés et qu'il faut essayer de découvrir. Donc moi je peux pas te dire comme ça les films de 2012 qui valent le coup d'œil, parce que moi-même j'ai pas encore fait le tour. Donc peut-être dans un an je pourrais te le dire, mais du coup j'aurais déjà oublié la moitié des films que j'ai vus. Enfin bon, c'est vraiment à découvrir. Il faut prendre sa petite pioche et creuser dans le fer individuellement, et pas demander à des espèces de grands exploiteurs miniers que sont les critiques de te dire quels sont les films à voir ou à pas voir. Et surtout, bien sûr, c'est très subjectif. Il y a des gens qui ont adoré Prometheus et moi je n'ai pas aimé. Donc voilà, ça reste un problème de subjectivité, d'avis personnel. Alors, je pense que tu te diriges vers le domaine du cinéma. Après, quelle spécificité, je ne sais pas. Aurais-tu une idée, réalisateur, scénariste ou quelque chose comme ça? Donc moi, je veux être monteur. Donc du coup ça m'intéresse aussi de faire ces analyses, parce que ça m'exerce également au montage. Et qu'apporterais-tu de nouveau dans le cinéma d'aujourd'hui? Alors je suis pas une espèce de grand génie ou je sais trop quoi à la Kubrick, hein. Je suis pas un monteur complètement terrifiant avec des espèces de concepts complètement délirants. Ça dépend aussi de beaucoup avec qui je travaille. Je pense qu'aujourd'hui en France, il nous faut un peu nous mettre à la page, c'est-à-dire à la bonne page, nous mettre à jour. En France, on a quand même un poids très très lourd de la nouvelle vague, et on fait quand même un cinéma très bourgeois. Et moi, ce que je souhaite vraiment, en tout cas sur les projets auquel je travaillerai, c'est de sortir un petit peu de Paris, avoir des décors naturels qui sont assez grands. J'aimerais beaucoup justement qu'il y ait quelque chose, peut-être d'un cinéma de genre plus prononcé et de meilleure qualité. Alors bien sûr, moi en tant que monteur, je peux pas vraiment influer quand le mec il a déjà tous ses rushs, donc tous ses plans filmés, mais je pense que j'aime beaucoup les montages alternés, j'aime beaucoup la manipulation dans les films, donc j'ai envie de dire que je serais plus tenté d'aller dans ce sens-là. Mais encore une fois, je ne suis pas le seul à décider devant le banc de montage, mais j'espère que j'aurai l'occasion de travailler sur des projets qui peuvent parler de manipulation, qui peuvent un peu nous faire sortir de Paris, et également des projets qui utilisent un peu plus le langage cinématographique. Voilà, moi vraiment c'est ce que je souhaite pour le cinéma français, et également pour ma hypothétique future carrière de monteur. Ensuite, question suivante, penses-tu ou as-tu analysé les films Mulholland Drive, The Virgin Suicide et Eyes Wide Shut? C'est des films très compliqués. À la limite, Virgin Suicide, ça a l'air plus correct, mais Mulholland Drive et Eyes Wide Shut, c'est juste des films ultra compliqués. Il faudrait que je me documente vraiment, que j'aille à la bibliothèque pour lire et tout ça. Donc, je pourrais. Mais alors là, je peux te dire que ce sera j'ai presque envie de dire dans plus d'un an, hein. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que moi, je le fais vraiment en pur hobby. Donc, je veux le faire bien, mais après, je veux pas avoir dans les commentaires des mecs, mais tu dis n'importe quoi et tout ça. Donc, je prends le temps de me documenter du mieux que je peux sur les films avant de faire l'enregistrement, et ça prend du temps. Donc oui, je pourrais le faire parce que je n'ai fait aucun de ces films, mais dans ce cas-là, il faudra me laisser le temps de le faire. Ensuite, dernière question, si tu avais le choix, rejoindrais-tu le groupe des Critic Nights ou alors de continuer en solitaire? Eh bien, j'avais posté ma candidature pour rejoindre le groupe, mais il semblerait qu'ils soient un peu lents. Pourtant, ils sont juste 6 à prendre une décision, mais bon, on dirait qu'à 6, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et il semblerait que Anthony ait bloqué, on va dire, les inscriptions. Donc, je suis en suspens. Donc, moi, je vais pas aller toquer à sa porte, hein, c'est un peu lui le chef. Bon, moi j'accepte pleinement d'attendre, moi ça presse pas, moi je m'en sors très bien tranquillement tout seul. J'ai tout mon temps pour attendre que ça se débloque.
Je te remercie de m'avoir posé toutes ces questions, elles étaient bien intéressantes. Voilà, j'en ai terminé avec cette première partie de la FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous bien sûr pour les prochaines parties de la FAQ. Je parlerai de séries, je parlerai des films de 2013, je parlerai du cinéma français, ça va clasher, ça va clasher. Je parlerai de la science-fiction, d'histoire d'amour, du jeu vidéo, des effets spéciaux. Voilà, plein de sujets intéressants. Donc ne loupez pas la prochaine FAQ. Et quant à moi, eh bien, je vais continuer un petit peu de nourrir cette chaîne. J'espère que son contenu vous plaît. N'hésitez pas à me demander ou à me poser d'autres questions, hein. Moi, je suis là pour y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut! L'objectif est de mourir le moins souvent possible. Voilà. Remarquez que je ne dis pas ne pas mourir, parce que je sais que c'est impossible. Non!